Bonjour, avant de commencer, je voulais vous préciser que cette vidéo, compte tenu de l'importance de la commune, sera découpée en deux parties. Elle m'a donné un peu plus de travail que d'habitude et j'espère vraiment qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et vous pouvez aussi me soutenir sur Tipeee afin que je puisse continuer à vous apporter un contenu intéressant et régulier. Le lien pour mon Tipeee est dans la description, si vous voulez vous renseigner et voir les avantages. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir le bourg de Verberie. Et cette fois, je dis nous, car pour moi aussi cela va être une découverte. Verberie compte environ 4000 sautriots et sautriotes et se situe au croisement de la D123 entre Pont-Sainte-Maxence et Béthilly-Saint-Pierre et sur la D932 entre Compiègne et Senlis. La commune est située sur la rive gauche de l'Oise et près de l'embouchure de l'Autonne. Verberie a eu dans son histoire beaucoup de noms, en voici quelques-uns. Verimbrea en 741, Vermeriam en 752, Vermerie en 856, Verberiacum en 967, Vermeriae en 1020, Verberia en 1183, Verberie déjà en 1192, Verberie avec un Y en 1570, Verberey au XVIe siècle, encore Verberie en 1650, Verberie en Valois au XVIIe et Verberie-sur-Oise au XIXe. L'origine de Verberie viendrait de Ver et Bria, qui veut dire bourg à la grande montagne. La présence de l'homme à Verberie est estimée à moins 10 000 ans dès le Magdalénien, puisque des fouilles ont mis à jour en 1975 des éclats d'outils et de silex datant de cette époque. De plus, des vestiges archéologiques attribuables à différentes époques préhistoriques ont été retrouvés lors de sondages pour l'aménagement des abords du stade municipal. On peut en voir quelques-uns dans le hall de la mairie. Par la suite, les Celtes se sont installés sur le territoire, laissant la place aux conquérants romains. Pendant 3 siècles, la civilisation gallo-romaine s'épanouit tranquillement. Verberie est un vici, une petite agglomération, où la vie y est essentiellement rurale, agricole, associée à une activité fluviale importante dans la courbe de l'Oise, particulièrement favorable à la création d'un port. La rivière prenait le pas sur la route, notamment en raison de l'insécurité des routes soumises aux embuscades et autres pillages. Enfin, le tonnage transporté par voie navigable était bien supérieur à celui des charrois. Verberie est l'un des lieux les plus anciens de France et une des 12 villes dont le royaume de Soissons était composé sous le gouvernement des princes gaulois. Avec les Pipinides, maire du palais de Neustrie, dont l'un des premiers à être connu est Charles Martel, Verberie va prendre une importance primordiale en raison de sa situation géographique. Durant son existence, Charles Martel aimait séjourner à Verberie dans sa villa pour y traiter les grandes affaires ou même se reposer et chasser. Pépin le Bref lui succède et se fait sacrer roi le 28 juillet 754, ouvrant l'histoire à la dynastie carolingienne. Un premier concile, assemblée d'évêques, se tient à Verberie en 752. On y fit 21 canons de discipline ecclésiastique, la plupart sur le mariage. Ce concile est considéré comme un des plus célèbres qui ait été tenu en France. Divers actes publics constatent la présence de Pépin au palais dans les années 754 et 761. Pour ce qui est du palais royal, la principale description vient de l'abbé Carlier, originaire de Verberie, mais beaucoup d'archéologues mettent en doute cette description. Néanmoins, il s'agissait d'un très grand domaine avec des dépendances considérables s'étendant sur plusieurs kilomètres. Des caves en partie comblées ainsi qu'un souterrain dont l'entrée se trouve dans une ferme sont tout ce qu'il reste de l'antique et magnifique palais du glorieux Charlemagne. Pépin le Bref meurt le 24 septembre 768. Il a 2 fils, Carloman qui décède en 771 et Charles qui se fait reconnaître roi sous le nom de Charlemagne à l'Assemblée de Verberie le 4 décembre 771. Charlemagne a eu une grande prédilection pour le palais royal qu'il restaure et agrandit selon le capitulaire de 808. En 856, le palais de Verberie est le témoin du mariage de Judith, fille de Charles le Chauve, avec Æthelwulf, roi des Angles. Les noces furent célébrées en octobre. Il y eut d'autres conciles à Verberie en 863, 866 et 869. En 877, Louis II offre le château de Bois d'Ageux à l'église Sainte-Cornée de Compiègne. La même année, le démembrement de l'immense domaine de Verberie se poursuit. Il est donné en fief aux bouteillers de France, puis cédé au monastère de Chaali. Saccagé par les Normands, Verberie est restaurée en 885, puis pillée à plusieurs reprises au cours du Xe siècle.
Brûlée par les Anglais en 1359, la ville est reconstruite par Charles V vers 1370. Verberie est presque constamment pour le roi pendant les guerres du XVe siècle contre les Bourguignons. Charles VI y vient le 8 avril 1414 avec ses généraux pour préparer les dispositions nécessaires au siège de Compiègne que les Bourguignons évacuèrent sans coup férir. Le roi y fit une entrée publique et revint ensuite au château de Verberie où il resta près d'un mois. Durant ces batailles, Verberie fut malmenée et en 1431, Charles VII fit démolir les remparts totalement ruinés. On fit de nouvelles murailles sous le règne de François Ier. Le bourg fut entouré de murs flanqués de tourelles par intervalles et percé de 5 portes fortifiées. On employa à ces constructions les débris du château royal qui avait été abandonné à la communauté des habitants. Ces débris suffirent presque entièrement à reconstruire le bourg. Verberie a conservé le souvenir d'une sorcière nommée Jeanne Arvilliers, qui naquit sous le règne de François Ier. Elle était en même temps empoisonneuse, crime que l'on considérait alors comme bien moins grave que la sorcellerie. Ayant été condamnée au bûcher à raison de cette dernière accusation, elle fut brûlée le 30 avril 1578 à Ribemont dans l'Aisne. À la suite du jugement et de la condamnation rendue dans cette affaire, Jean Baudin écrit « De la démonomanie des sorciers », qui deviendra un ouvrage de référence en matière de sorcellerie. L'année 1658 fut meurtrière à Verberie. Affligé par la peste par un particulier, un certain Morin de Noyon, qui séjourna dans l'hôtel de l'Aigle d'Or en cachant sa maladie. 6 personnes de l'hôtel moururent en 2 jours après lui. Au total, 30 personnes décédèrent en 6 semaines. Pendant les troubles de la Ligue, Verberie fut un lieu de rendez-vous des royalistes. Pour secourir la ville de Senlis, les ligueurs vont jusqu'à détruire le pont voulant ainsi couper la route au duc Charles d'Humières qui se portait au secours de Senlis. Le pont fut très rapidement reconstruit et Senlis fut sauvé. Le ralliement à la Révolution fut la conséquence directe de la famine qui sévissait à Verberie. La ville accueillit cette révolution avec enthousiasme et planta un arbre de la liberté le 25 juin 1792, mais on ne sait pas où. La seigneurie de Verberie appartenait au XVIIIe siècle au duc d'Orléans comme duc de Valois. Ce bourg souffrit beaucoup par la présence des armées prussiennes et anglaises en 1815. Durant les 2 guerres, Verberie a été affectée par les combats, la ville constituant un verrou sur la route de Paris. Dès le 1er septembre 1914, les Allemands sont à la limite nord de la ville. Les bombardements et les fusillades font des victimes anglaises et françaises. Les blessés sont soignés dans une ambulance, un hôpital de fortune installé dans le bourg par les habitants. Bientôt, l'armée allemande, stoppée sur la Marne, se replie et quitte la région. Dès lors, sur l'arrière du front, la commune sert parfois de zone de repos pour les unités françaises. C'est dans ces circonstances que le régiment de marche de la Légion étrangère est créé à Verberie le 11 novembre 1915. Le deuxième conflit mondial touche Verberie dès le mois de juin 1940. Des unités françaises s'installent en hâte pour protéger le retrait de l'armée française et barrer la route de Paris aux troupes allemandes. Il s'agit de maintenir ouverts les ponts routiers et ferroviaires avant de les faire sauter pour retarder l'avance allemande. Du 9 au 11 juin, les combats sont violents et la conduite exemplaire des soldats français permet de remplir pleinement la mission au prix de pertes importantes. 70 d'entre eux périssent dans ces combats. Une résistance très active à l'occupant s'organise alors sur Verberie. Elle se poursuivra jusqu'à la Libération. Le pont de Verberie aura été détruit 1 fois durant la Première Guerre et 2 fois durant la Deuxième. Verberie est aujourd'hui un lieu de mémoire. Une nécropole nationale y regroupe 2600 corps, dont 1145 en tombes de soldats français et alliés tués pendant les 2 guerres mondiales. Le maire adjoint de Verberie, M. Joseph Pinjot, en septembre 1914, après des affrontements entre alliés et allemands, voulut que les morts, 6 Anglais, soient enterrés, et c'est ainsi que seul et au prix de terribles efforts, il dut emmener les corps dans une charrette à bras jusqu'au cimetière communal pour que ces soldats reposent en paix à une place d'honneur qu'il choisit lui-même. C'est pourquoi ces 6 soldats anglais sont les seuls à ne pas être dans la nécropole. Après ce passage sur les événements et sur la mémoire de ceux qui ont forgé l'histoire de Verberie, allons découvrir l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. L'église est familièrement appelée Saint-Pierre, mais elle a bien les 2 vocables de Saint-Pierre et Saint-Paul. L'église Saint-Pierre et Saint-Paul de Verberie est classée au monument historique par liste de 1862 avec 16 autres églises dans le département. Avant, seulement 12 autres églises avaient déjà été classées par la liste de 1840. La valeur archéologique de l'église de Verberie a donc été reconnue assez tôt.
La réputation de cette église rurale est en grande partie due à une tradition orale selon laquelle le croisillon sud du transept serait l'ancienne chapelle du palais royal de Charlemagne, bien qu'édifiée à la fin du XIIe siècle seulement. C'est toutefois un exemple intéressant des débuts de l'architecture gothique. Pour ces autres parties, qui sont gothiques et surtout flamboyantes, l'église Saint-Pierre et Saint-Paul est assez caractéristique d'une petite église du Valois du XVe, car reconstruite en grande partie après son bombardement par les Anglais en 1430. Régulièrement orientée, l'église de plan cruciforme se compose d'une nef de 3 travées, de 2 bas-côtés, d'un clocher en bâtière occupant l'emplacement de la première travée du bas-côté sud, d'un transept avec ses 2 croisillons, d'un chœur et d'une abside à 5 pans. La longueur de l'édifice est de 43 mètres de long et 15,60 m de large pour la nef et 25 mètres pour le transept. Le magnifique portail occidental est encadré de 2 contreforts et garni de 8 niches plus 2 qui se trouvent sur les contreforts et comportent 2 portes distinctes. Le fronton est garni d'une multitude de petites sculptures représentant des motifs végétaux ou des têtes. Le clocher en bâtière est haut de 33,20 mètres. Le rez-de-chaussée comporte une chapelle dont la façade occidentale est bouchée. Le premier et le troisième étage sont aveugles et le deuxième percé d'une baie, et le dernier est percé par 2 baies jumelles à chaque face. Une échauguette termine le contrefort nord-ouest. Les 2 cloches en bronze de 1681 et 1755 sont classées au titre objet depuis 1912, mais seule la plus récente subsiste. Elle porte un petit bas-relief de la Vierge à l'Enfant. L'intérieur est assez sombre dû à l'absence des fenêtres hautes, et les murs hauts sont quelque peu noircis. Mais la voûte de la nef, elle, est assez particulière, car contrairement aux voûtes d'ogives classiques, celle de Verberie ne comporte pas 4 ogives, mais 8 liernes, petites ogives non alignées, ce qui donne un charme indéniable à cette voûte. Toute l'église est voûtée d'ogives. Le chœur ressemble assez à celui de Béthisy-Saint-Pierre de par sa profondeur et ses panneaux de bois. Les 2 croisillons sont larges et celui du nord est consacré à Jeanne de France, épouse de Philippe le Bel. Les fonds baptismaux se trouvent dans la première travée du bas-côté nord. La nef communique avec les bas-côtés par 4 grandes arcades. Les bas-côtés ne sont pas de la même largeur, celui du nord est plus étroit et ne sert que de couloir, et la première travée accueille les fonds baptismaux, alors que celui du sud a permis l'installation de bancs de fidèles faits sur mesure. Le chœur est assez profond et spacieux et ouvre sur une abside à 5 pans avec son ancien maître-autel et de très beaux vitraux. Un orgue qui avait été construit en 1843 par la maison Cavaillé-Coll pour Hippolyte Mosselmann, propriétaire du château d'Aramon, avait été donné par Madame de Mindreville, alors châtelaine d'Aramon, à la paroisse de Verberie en 1890. La tribune d'orgue de l'église aurait alors été consolidée et l'orgue remonté avec quelques aménagements. Cet instrument remplace l'orgue provenant du prieuré de Lompré, installé après la Révolution française, et a été classé au monument historique à titre objet en 1989. C'est le seul élément de l'église à être classé. Un autre orgue a été ajouté dans l'église récemment. Il s'agit d'un orgue de chœur de la moitié du XIXe siècle qui vient d'être restauré par M. Christian Gaspard, ébéniste à la retraite, que je remercie d'ailleurs pour son accompagnement dans l'église, et pour la partie mécanique par M. Piet, facteur d'orgue. Il y a dans l'église une petite stèle en mémoire de Claude Carlier et quelques belles statues et autres éléments à voir également. Je vous laisse en profiter. Quittons l'église pour les autres monuments de Verberie. Mais là, pour les voir, il vous faudra attendre la deuxième partie qui sortira d'ici quelques jours. Je vous dis à bientôt et soyez au rendez-vous.